Entre nous, l'histoire du Trécarré, un balado de 10 épisodes présenté par le Moulin des Jésuites de Charlebourg. Je m'appelle Delphine et je vous invite à enlever vos bottes, à déposer votre tuque, vos mitaines, votre manteau et à vous installer confortablement parce qu'on va faire une petite visite dans les maisons de nos ancêtres, au cœur du site patrimonial de Charlebourg, aussi appelé le Trécarré. Tiens, il y a une belle vieille maison qui était à vendre. Alors, je me suis dit, voici mon projet de vie, la restauration. Elle avait été laissée à l'abandon un petit peu. Il y avait beaucoup de travaux à faire. La structure était croche, mettons, très, très croche. Ça permet d'assurer une protection à long terme des caractéristiques importantes de l'environnement bâti. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le Trécarré m'ont parlé avec amour de leur maison. Chaque bâtiment est remarquable, chacun possède sa spécificité, son cachet et son histoire. Leurs propriétaires sont passionnés et dévoués. J'ai eu la chance de discuter avec eux afin de mieux comprendre comment ils font vivre ces immeubles historiques. Leur expérience et leurs anecdotes sont uniques. Je cède la parole à René Cloutier. Il présente sa maison familiale, maison dans laquelle il a vécu toute sa vie et qui conserve encore aujourd'hui des éléments laissés par son grand-père. Mon grand-père a construit la maison en 1916. Il a commencé, il avait acheté le terrain en 1913. Et puis, donc en 1916, la famille a emménagé dans la maison. Mon grand-père a fait la décoration de la maison. Alors, mon grand-père, c'est un ébéniste. Il a fait des pièces remarquables. C'est des pièces uniques. Oh, il y a beaucoup de pièces qu'il a faites qui sont gardées. Il a fait des armoires dans la salle à manger, entre autres. Très belle armoire. Il a fait des lustres en bois. Hein. C'est de toute beauté. Et puis, il avait eu vent d'une maison en démolition dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, une maison du 19e siècle, sûrement 1820-1830, qui avait une très belle porte d'arche. Et puis, il l'a enlevé de la maison parce que la maison était en démolition. Il l'a acheté pour 5 $. Il a transporté ça pour l'adapter au salon dans la maison. C'est de toute beauté. Et mon grand-père était un homme moderne, évidemment moderne pour son époque. Il faut tout relativiser. Alors, tout de suite, ça a été la cave en ciment, ça a été l'électricité dans la maison, une forme de chauffage central. Bon, évidemment, ça ne donnait pas un rendement comme ceux qu'on a aujourd'hui, mais donc, il y avait le chauffage au charbon, des calorifères à l'eau chaude. Il n'y avait pas de pompe pour faire circuler l'eau. Ça circulait par gravité. L'eau chaude monte, puis l'eau froide descend. Bon, c'était ça le principe. Il n'y avait pas des calorifères dans toutes les chambres, hein, donc on gelait l'hiver, c'est évident. Il y avait des trappes de chaleur, quand même, qui partaient de la cuisine et qui montaient à l'étage. Alors, c'était la chaleur du poêle à bois hein, qui réchauffait la maison. C'était une maison de quand même 13 pièces. Il y avait 3 prises de courant. Imaginez 3 prises de courant dans une maison. Il y avait une prise en haut dans le corridor, puis il y avait une prise dans le salon, puis une prise en cuisine. Essayer de vivre maintenant avec 3 prises de courant, c'est impossible. Alors, à un moment donné, on a dû faire des travaux, on a dû faire donc les prises de courant dans les murs, refaire l'isolation, c'était isolé à de la sciure de bois. C'était l'isolation de l'époque, hein, donc c'est pas un blâme, là, c'était comme ça. Alors, là, il fallait se mettre comme maintenant. Alors, donc, l'isolation a été refaite, l'électricité, la plomberie. Petite curiosité aussi, une ampoule. Au pied de l'escalier, il avait fait une niche, une très belle niche. Et puis, il a placé au-dessus, dans la niche, une ampoule qui brûle depuis 1916 sans interruption. Il n'y a même pas de commutateur pour l'éteindre. Elle brûle, c'est pas un miracle. Hein. Le filage est tellement gros que ça ne peut pas griller. Puis elle brûle en permanence. Pour nous, quand on était jeunes, pour savoir s'il y avait une panne de courant ou pas, on regardait. Si la petite lampe est allumée, c'est parce qu'il n'y a pas de panne. Il y a un problème est ailleurs. Si elle est éteinte, il y a une panne. Puis, donc, la décoration d'origine, elle est toujours là, mais il y a des choses qui ont été améliorées. Et, évidemment, la cuisine, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Moi, je me souviens du premier frigo. Il faut vivre avec son époque. Mon grand-père vivait avec son époque, moi je vis avec mon époque. Alors on a refait les pièces, la cuisine est une cuisine moderne avec des traces d'ancienneté, mais et c'est comme ça pour toutes les pièces. Là. La rencontre entre l'héritage du passé et les commodités modernes est essentielle pour René Cloutier.
Comme il le dit si bien, chacun doit se sentir à l'aise de vivre dans son époque. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut en oublier le passé, bien au contraire. La conservation d'éléments anciens, sentimentaux, historiques dans une maison qui présente toutes les commodités contemporaines est une notion qui revient souvent dans les témoignages des amoureux du patrimoine bâti du Trécarré. Parfois, des rénovations majeures sont nécessaires afin de pouvoir vivre dans une demeure ancestrale ou alors pour révéler le cachet d'antan dissimulé depuis plusieurs décennies. En 1992, Hélène Côté arrive dans le Trécarré avec sa famille et tombe littéralement sous le charme d'une belle maison en manque d'amour. Elle a depuis apporté beaucoup de modifications à sa maison pour lui redonner son apparence d'antan. La maison, quand on l'a pris ici en 92, avait été laissée à l'abandon un petit peu. Là. Il y avait beaucoup de travaux à faire parce que la maison était construite comme en deux étapes. Là. La première partie était en 1914, puis l'autre partie là, qu'on appelle la cuisine d'été dans le temps, peut-être que c'était ça. Là. Puis il y a une annexe, une laiterie en arrière, parce que les autres, le terrain allait jusqu'à Bois-Petit. Je pense qu'il élevait une ferme là, avant nous. Là. Fait que la laiterie, il y a même encore là, un gros bassin, là, tout en ciment, là, avec la tuyauterie dedans. Là, puis c'est intéressant. Ça, on l'a regardé, nous, ben, on s'en sert comme on met notre bois de chauffage dedans dans ça. Là. Donc, quand on a fait nos rénovations extérieures, là, ben, le critère, c'était que à l'extérieur, il fallait rencontrer les normes là, de la ville et des affaires culturelles. Ben, c'est sûr qu'on avait des contraintes qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait avec l'extérieur. Là. Comme la toiture, on l'a refait en tôle. Quand on a construit le garage en arrière aussi, on a fait une couverture en tôle là. Puis c'est sûr que l'extérieur, ben, étant donné qu'on peut pas faire ce qu'on veut, ben, c'est correct aussi. Là, les couleurs, on les a appréciées. Nous, on a tout refait la peinture extérieure, le standard d'eau de cèdre. C'était tout un contrat, ça. On avait des subventions de la ville et des affaires culturelles. Fait qu'on a investi, mettons, 150 000, puis la ville a fourni le 50 là. Fait que c'était intéressant à ce moment-là. La ville plus les affaires culturelles. Il y avait beaucoup de travaux à faire dans le fond. Là. Donc, nous, on avait des fenêtres en aluminium dans la cuisine qu'on a changé pour des fenêtres à crémaillère. Puis c'est sûr que, tu sais, ça a fait du bien parce que dans le fond, dans la cuisine, on avait tous des calorifères, des gros calorifères à eau, là. Puis là, dans la cuisine, tellement les fenêtres d'aluminium, c'était tellement froid qu'il y avait mis des cailles électriques là, en dessous des fenêtres, là, en plus de ces gros calorifères-là qu'on avait. Là. La même chose pour la chambre de bain en haut. Là. Fait que ça, on l'a refait au complet. Puis on a trouvé en bas, il y en avait des calorifères là, qui étaient restés là. Fait qu'on a pris un des calorifères qu'on a ramené dans la chambre de bain en haut, là, puis pour refaire toute cette chambre de bain-là. Puis après ça, ben il y avait la descente de cave là, qui était à refaire. Là. Les murs sont tous en planche. Là. Il y avait des pralors en haut là, qui dataient de pas loin de 100 ans. Là. Puis c'est toute la belle planche de bois franc là, qu'on a toute fait vernir, finalement sablé et vernir. C'est ça, on a tout ressorti le cachet de ça. Là. La même chose dans la cuisine, il y avait 3 épaisseurs de prélard par-dessus un plancher de bois franc avec des petites lattes là, plus minces. Là. C'était un très beau plancher parce que le salon en avant, là, c'est très grand. Moi, je l'appelle la salle familiale. Là. Ça fait toute la maison complète, là, le devant. Les autres, probablement, qui faisaient des chambres là. Puis le salon, la cheminée est encore là. Ils devaient avoir leur poêle, là, j'imagine. Là. Fait qu'en haut, ben, on s'est acheté un poêle à combustion lente, un poêle à bois, là. Puis on a réaménagé tout ça, là. Puis on a fait pas mal de réno. Moi, ça a été toujours mon rêve d'avoir une maison comme ça, parce que la maison de mon enfance avait été construite par mon père en 1945. Là. Ça a toujours été mon secteur, fait que c'est sûr que cette maison-là, ça a été mon coup de cœur. Puis je l'ai rénovée avec amour. C'est tout moi qui ai fait de mes mains, là, sauf les planchers là, on a engagé quelqu'un. Mais le reste, toute la peinture intérieure, extérieure, là, c'est pas mal tout moi qui fais ça. Là. C'est sûr que c'est beaucoup d'énergie, mais quand on aime ça, c'est qu'on l'aime beaucoup, elle est tellement belle. Là. Les plafonds sont hauts, puis c'est la clarté, puis la chaleur de cette maison. Là, c'est bien, vraiment bien. Je la chouchoute. Puis, en tout cas, pour moi, c'est une maison idéale.
Avez-vous ressenti tout l'amour que Hélène porte à sa maison? Moi oui. Au départ, l'achat de ce bâtiment n'a pas été motivé par le fait qu'il soit spécifiquement situé dans le site patrimonial déclaré. Aujourd'hui, elle n'en changerait pour rien au monde. En parlant de site patrimonial déclaré, faire le choix de s'établir dans le Trait-Carré engendre bien des défis pour les propriétaires. Tel que je l'ai mentionné dans le premier épisode, le Trait-Carré a été déclaré site patrimonial en 1965. Ce classement implique une gestion des biens situés dans le périmètre très différente que dans un quartier non classé par le gouvernement. Les mesures de protection entraînent des contraintes et des défis. Afin de bien comprendre l'expérience vécue par les propriétaires des maisons du Trait-Carré et les réalités d'un site patrimonial, je suis présentement en compagnie de Sylvain Lisotte, conseiller en patrimoine au ministère de la Culture et des Communications depuis plus de 10 ans. Dans le premier épisode, nous avions déjà discuté des caractéristiques du site patrimonial de Charlesbourg et des détails concernant les mesures de protection. Aujourd'hui, nous allons aborder la réglementation liée au patrimoine bâti, qu'il s'agisse de rénovation, de restauration et même de nouvelles constructions. Bonjour Monsieur Lisotte. Bonjour, Merci d'être ici à nouveau pour ce deuxième épisode. ça fait plaisir. Dans le Trait-Carré, il y a des maisons qui sont plus récentes. On a des maisons, la plus vieille date de 1710. Puis on a des maisons plus récentes qui datent des années 1950-1960. C'est-à-dire qu'elles ont été construites juste avant la déclaration du site patrimonial de Charlesbourg. La réglementation s'applique-t-elle pour elle aussi, c'est-à-dire les mesures de conservation? Sont-elles incluses dans cette entité? Oui, tout à fait. La déclaration, ça vise un territoire, non pas des immeubles particuliers. Donc, tous les immeubles sont également visés. C'est certain qu'on ne va pas imposer les mêmes conditions à la restauration d'un immeuble de 1825 qu'un bungalow de 1960. De la même manière qu'on n'analysera pas une demande de démolition d'un cabanon de 1980, de la même manière qu'on analyserait une demande qui viserait un hangar agricole de 1910. Donc, il y a vraiment une prise en considération, en fait, de la contribution de l'immeuble visé par la demande aux valeurs du site patrimonial. C'est vraiment le régime d'autorisation de travaux qui encadre toutes les interventions qui touchent l'extérieur des immeubles ainsi que les terrains. Donc ça, c'est un élément central puisque, bien sûr, ça permet d'assurer une protection à long terme des caractéristiques importantes de ces immeubles et de l'environnement bâti. Est-ce qu'on peut dire que le Trait-Carré regroupe une certaine diversité architecturale? Est-ce qu'il est... Il a une certaine originalité, c'est ce que je comprends. Il n'est pas avec une architecture type unique. Il y a plusieurs architectures dans le Trait-Carré. Oui, effectivement. Donc, on a ici peut-être 250 ans d'architecture qui sont représentés. En fait, on a des maisons de plusieurs périodes, de plusieurs styles architecturaux différents. Mais au-delà des maisons, bien, effectivement, on parle aussi d'une église, bien sûr, d'un presbytère. Donc, c'est vraiment une collection, donc un portrait de cette architecture-là qui a évolué dans le temps, ce qui fait que c'est un ensemble unique. C'est typique également des milieux anciens. C'est rare au Québec qu'on va avoir un milieu ancien où on va avoir tous les immeubles qui ont été construits dans les mêmes 50 ans et qu'on va avoir retrouvé de cette manière-là maintenant. Donc, on va avoir souvent une dominante, donc vraiment une période dominante, mais à travers ça, des immeubles plus anciens et plus récents. Je vais vous faire écouter un témoignage. C'est le témoignage de Monsieur Derry qui habite dans le Trait-Carré. Il a acheté un ancien corps de ferme il y a de ça quelques années. Il avait vraiment le souhait de retaper, restaurer une maison ancestrale. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec sa conjointe. Ils ont cherché et ils ont décidé de s'installer ici au Trait-Carré parce que selon eux, le Trait-Carré reflétait tout ce dont ils avaient envie. C'est une maison qui était à 2 versants à l'origine, donc dans les années 1700, là, environ 300 ans. C'est sûr que l'année de construction n'est pas clairement établie, mais selon les sources, on parle de 1716 à 1756, qui a été convertie en 1925 en toit mansardé, donc pour augmenter l'espace habitable au 2e étage. Donc ça, c'est la forme actuelle de la maison. C'est ancien, la structure était... croche, mettons, très, très croche. Donc, c'était de remettre ça droite et de s'entourer des gens
des bonnes personnes parce qu'on ne peut pas, je crois, faire venir n'importe quel entrepreneur qui travaille sur des maisons modernes habituellement. Au départ, c'était une maison unifamiliale qui était convertie en duplex. Donc, il y avait un logement en haut et un logement en bas. Nous, on reconvertit en maison unifamiliale. Puis, la porte sur le côté était un petit peu perdue sur un mur, juste une porte comme ça. Fait que avec l'aide de l'architecte de la ville, M. Harvey, il nous a convaincus, mettons, en nous fournissant un petit croquis de quoi aurait l'air la maison en agrandissant la galerie, en la faisant tourner. Donc, c'est suite à ça là, qu'on a procédé à la modification extérieure là, de la maison et rajouté cette partie de galerie-là. Puis pour le reste, c'est les changements de couleur simplement. Là. Elle était blanche et orange quand nous, on l'a acheté. Puis maintenant, les contrastes sont rouges avec une espèce de crème jaune là, pour l'ensemble de la maison. À chaque fois qu'on faisait une modification ou même le changement de couleur, on essayait de voir comment c'était à l'origine. Puis on essayait de s'inspirer on regardait ce qu'il y avait dans les livres beaucoup. Mais aussi, la peinture décollait sur la maison. Donc, ça nous donnait à certains endroits de bons indices sur comment c'était. Même quand on a refait le revêtement, parce qu'on a refait le revêtement sur 3 faces, la façade, on estime qu'elle a environ 200 ans, mais le restant, ça a été refait à l'identique par rapport à l'avant. Mais on n'avait pas vraiment d'indice que c'était comme ça partout. Mais quand on a défait les revêtements, quand c'était le temps de restaurer, on est tombé sur l'ancien revêtement qui était comme à l'avant. Fait que ça nous a indiqué là, que c'était quand même le bon choix. C'est une maison de ferme, donc on veut conserver la simplicité d'une maison de ferme. C'est pas une maison bourgeoise, donc on n'y va pas avec des moulures, surtout la partie intérieure. La partie extérieure, on la laisse comme elle est. Il y a une belle mouluration quand même là, sur le devant de la maison qui était déjà là, qu'on a juste simplement décapé et repeint. Mais à l'intérieur, on reste vraiment dans l'esprit de la maison de ferme. On essaie de garder une certaine uniformité là, dans le temps là, pour la restauration. Ça serait presque plus court de dire ce qu'on n'a pas fait. On a fait évidemment ce qui paraît le plus de l'extérieur, c'est refaire la toiture à l'ancienne, c'est-à-dire à la canadienne sur la surface qu'on voit le plus là, du mansard et sur le terrasson tôle à baguette ainsi que sur les toits là, de galerie du tambour à l'arrière. Quelques fenêtres qui ont été changées parce qu'elles avaient déjà été remplacées par des fenêtres modernes. Nous, on a remis des fenêtres là, à double vitrage là, comme à l'ancienne. Puis celles qui n'ont pas été changées, on les a restaurées, décapées, remplacer les carreaux cassés, refaire le mastic. C'est ma conjointe Nathalie. Elle a passé beaucoup d'heures à travailler là-dessus. Ensuite de ça c'est pour la partie qu'on voit à l'extérieur. À l'intérieur, ça a été la plomberie, remettre les planchers au niveau, changer. En fait, il y avait eu des fuites, des infiltrations d'eau, faire les réparations par rapport à ça sur la structure. Donc, on a fait pas mal de travaux aussi à l'intérieur comme ça. Mais à partir de maintenant, on peut faire vraiment la finition. C'est ce qu'on est en train de faire. Puis au rez-de-chaussée, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est éliminer 2 murs pour décloisonner puis agrandir là, les cuisines et salles de bain principalement. Puis on a emménagé au mois de mai là, 2013, mais depuis ce temps-là, on n'a jamais vraiment arrêté. Là. C'est sûr qu'il y a eu des temps plus intenses que d'autres, mais depuis ce temps-là qu'on est sur la restauration de la maison. Il devrait en rester encore pour une couple d'années au moins. Tous les matériaux qu'on peut récupérer sur la maison, là, c'est pour nous, là, c'est sacré. On essaie vraiment de les récupérer, de les réutiliser. Si on n'a pas les vieux matériaux nous-mêmes qu'on récupère de la maison, on essaie d'aller racheter des vieilles poutres. On écoutait beaucoup les émissions Passion Maison. Ça nous donnait vraiment la piqûre et ça nous donnait vraiment le goût là, de nous lancer dans un projet comme ça. Puis à force de voir les gens à Passion Maison qui faisaient eux-mêmes la restauration de leur maison, ça nous a donné le goût, puis ça nous a donné confiance aussi en nous. Comme Yvette Boulanger, Hélène Massé, qui ont une maison plus loin dans le Trait-Carré, qui on a jasé quand même passablement avant d'acheter. Elles nous ont donné le petit coup de pied qui nous manquait là, pour aller de l'avant. Parce que souvent, dans les gens qui faisaient ça, c'était des menuisiers, des maçons. Donc, on se disait, c'est sans leur enlever de mérite, c'est leur métier. Puis quand on voyait des gens qui c'était pas leur métier, faire les projets, là, on s'est dit,
nous aussi, on serait capable. Maintenant, avec Facebook, c'est encore plus vrai. Là, 8 ans, c'était moins populaire, mais il y a beaucoup de groupes sur les maisons ancestrales. Il y a des conseils qui se donnent beaucoup là-dessus. Puis il y a des gens, il y a des artisans qu'on a consultés aussi là, pour venir nous aider à nous orienter, nous aligner là, pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur. Il y a un petit réseau là-dedans, là, puis dans les gens aussi qui ont des vieilles maisons alentours, là, ils peuvent nous donner des conseils aussi. Beaucoup de lectures, puis dans ces livres-là, on voit beaucoup l'histoire de la maison des années 1700 à aujourd'hui. C'est sûr que, comme la toiture, par exemple, c'est des ferblantiers qui sont venus faire la toiture. L'extérieur, le gros des travaux, c'était fait aussi par un entrepreneur spécialisé. Mais l'intérieur, là, en très grande majorité, là, c'est nous là, qui font tout. Donc, c'est un métier qu'on apprend en le faisant. Non pas un métier, mais plus un passe-temps qu'on apprend en le faisant de mon côté. Un projet qui est assez long, je dirais pas sans fin, là, mais disons que c'est... on savait que ce serait long, on ne pensait pas que ce serait aussi long et aussi intense, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. Même si le projet peut paraître gros, on y va une étape à la fois. Si ça peut encourager les gens à se lancer puis à aider à protéger ce patrimoine culturel-là, ça serait bien. La Société d'histoire de Charlesbourg, il y a environ 3 ans, ont souligné le travail là, qu'on avait fait là, pour la restauration de la maison. C'est un petit encouragement. Ça nous démontre qu'on est sur la bonne voie, je crois, sur la restauration. On espérait toujours trouver un trésor ou des lettres ou des choses. On a trouvé quelques parties de journaux des années 1927, des choses comme ça, mais très, très peu. On a trouvé quelques sous qui ont à peu près 200 ans. Mais c'est vraiment très, très limité, là. Nous, on essaie d'en laisser un petit peu plus en faisant nos restaurations pour que ceux qui vont refaire le processus, peut-être dans quelques dizaines d'années, retombent sur ces petits souvenirs ou ces petits trésors-là. Nous venons d'écouter le témoignage de M. Derry. Lui et sa conjointe ont fait face à plusieurs enjeux à la suite de l'achat de leur maison dans le Trécarré. Pourquoi est-il important que les restaurations soient réglementées? En fait, un site patrimonial possède des valeurs patrimoniales. Ici, à Charlesbourg, on parle d'historique, urbanistique, paysagère, architecturale, archéologique. C'est ce qui explique la protection de ce site-là. Puis ces valeurs-là s'incarnent à travers des éléments caractéristiques. Je donne l'exemple, ici une valeur d'architecture, dans le fond ça s'incarne par la présence de maisons anciennes qui ont des parements anciens, des parements en bois, des toitures en tôle. Et dans le fond, la perte progressive de ces éléments caractéristiques-là à travers des projets de restauration qui seraient inadéquats pourrait compromettre à long terme la compréhension, la pérennité de ces valeurs patrimoniales-là. Ce qui fait que le régime d'autorisation de travaux qui réglemente la restauration ou tout autre projet, ce qu'il vise, c'est de s'assurer que ces valeurs-là, ces valeurs patrimoniales-là, elles soient maintenues au bénéfice des générations futures. Parce que on le dit souvent, le patrimoine culturel, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. À partir du moment qu'on altère un élément important, un élément caractéristique important, on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas le rétablir, il est perdu. Ce qui fait que l'objectif de la réglementation, de la restauration, c'est effectivement s'assurer du maintien des valeurs à travers le temps. Monsieur Derry nous parle qu'ils réutilisent des matériaux, qu'ils essayent vraiment d'optimiser ce qu'ils ont sur place, sous la main. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a plus les matériaux d'époque? Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qui est autorisé? Est-ce qu'il faut demander une autorisation pour tel ou tel type de matériaux en rechange? Oui, effectivement, ça prend une autorisation. La structure est comprise dans l'enveloppe de l'immeuble, mais quand on parle seulement des éléments intérieurs, ce n'est pas visé par les autorisations de travaux dans un site patrimonial, donc ce n'est pas inclus. Au niveau de la couleur, quand on se promène dans le Trécarré est très coloré. Il y a des couleurs vives qui étaient là dans le passé. Il y en a qui sont encore là aujourd'hui. Est-ce qu'on demande aux propriétaires de mettre des couleurs qui sont similaires à ce qu'elles étaient dans le passé ou est-ce qu'un propriétaire peut choisir la couleur qu'il souhaite? En théorie, effectivement, la couleur est un élément qui est contrôlé.
C'est certain que la couleur, c'est un élément caractéristique des paysages urbains anciens, des paysages bâtis anciens. On le sait, par exemple, dans la région de Québec, si on consulte les aquarelles du 19e siècle, les premières photographies, on se rend compte qu'effectivement, le paysage bâti de la région, il était, par exemple, pour les murs plutôt blanchâtres, parce que les bâtiments en pierre, ils étaient enduits et les bâtiments en bois, ils étaient chaulés. Et certaines composantes, par exemple des chambranles autour des fenêtres, les portails autour des portes, ils étaient peints avec des accents colorés très vifs, donc une certaine palette de couleurs qui existait à l'époque, le rouge, le vert, le bleu, le ocre. Donc c'est certain que ça, c'est un élément important pour s'assurer qu'on maintienne une certaine cohérence dans ce paysage-là. J'imagine que c'est la même chose pour ce qui est des toitures. On a plusieurs types de toitures, des toitures de type mansarde, cathédrale. On a des toitures qui sont faites avec des bardeaux de cèdre, d'autres qui sont avec la tôle canadienne. Est-ce que l'enjeu, il est le même pour les propriétaires? Il faut conserver le modèle d'origine? Oui, le modèle d'origine ou un modèle cohérent avec l'époque de construction, parce que c'est certain que à une époque de construction donnée, il n'y avait pas seulement qu'un seul matériau qui était possible. Si on est en 1875, il y a certainement de la tôle à la canadienne, de la tôle pincée, mais également du bardeau de bois qui est possible. Donc, dans un site patrimonial, souvent, ce qu'on va demander, c'est des matériaux qui sont compatibles avec l'époque de construction, mais pas forcément toutes les fois le matériau précis utilisé à l'époque de construction. C'est très intéressant, merci. Je vous ferai maintenant écouter un autre témoignage, celui de Claude Genet. Monsieur Genet est né dans le Trait-Carré et depuis plusieurs générations, sa famille y habite. Il a décidé de revenir au Trait-Carré pour y élever ses enfants. Dans la boulangerie familiale qu'il a achetée, il a fait plusieurs restaurations et ajouts assez uniques. On l'écoute. J'ai racheté la maison de mon grand-père. Il y avait un four à pain qui était là. J'ai retapé la maison de A à Z. Et j'ai vécu dans la maison de l'arrière-grand-père, du grand-père et de mes parents. C'est une boulangerie assez longue. Au fond du terrain, pris après la boulangerie, c'est comme un bâtiment sur 2 étages pour mettre le matériel, et son four à pain était là-dedans. Donc, il y a bâti une grosse boulangerie. Mais là, je voyais toujours l'ancienne boulangerie à mon grand-père. Alors, au loin, je disais, un jour, si je m'en vais vivre là, certain. T'sais. Puis moi, par après, j'ai acheté ça. En 2014, dans ce coin-là, j'ai réussi à avoir un permis pour transformer une partie de la boulangerie à mon grand-père en maison. Mais c'était pas assez grand. Puis je me dis, on va faire une rallonge pour en avoir assez grand. Et j'ai fait la rallonge, mais je ne voulais pas imiter l'ancien parce que c'est pas vrai. Tu sais, je ne fais pas croire au monde que ça allait avant. Écoute, non, on va faire une rallonge, mais qui va donner une date, qui va comme la mettre au monde à cette période-là, point. Donc, j'ai l'ancien bâtiment qui est une période X. Et la rallonge, c'est fait en 2014, point à ligne. Mais en 2014, c'était contemporain. Hein? C'est un peu le style que j'ai fait dessus. Donc, on est capable de dire, ça, c'est le vieux bâtiment. Puis, à rattacher à ça, c'est le nouveau bâtiment, qui est la partie contemporaine. Et ça m'a fait de quoi de fun à faire. Mais pour relier les deux, j'ai mis du verre. Et puis, ça a fait le bâtiment. Il faut qu'on puisse voir que le vieux est neuf. C'est pas de mêler les affaires. Ça. J'ai fait une transparence pour pas qu'elle soit trop massive, pareil. Les matériaux extérieurs ont été... C'est une reprise de l'ancien bâtiment. Donc, c'est en tôle et en crépi. Mais une tôle beaucoup plus... avec des proportions hautes que l'ancienne pour vraiment qu'il y ait une démarcation. Puis, dans des formes qui ressemblaient à l'ancien bâtiment, mais avec du porte-à-faux, avec des chasses intégrées. Mais dans les vieilles parties, pour le respect de mon patrimoine puis de l'environnement, c'est tel quel. Je refais le bâtiment tel quel. Les portes, les châssis, la toiture, la finition, tout, elle va être une copie conforme. C'est le fun de respecter ce qui a été fait. Quand tu retapes, fallait comme il faut. C'est ce qu'on fait. C'était pas le but de mettre une maison contemporaine là, au début, c'était pas ça. C'était même plus de faire une rallonge du bâtiment existant. C'était compliqué. Je peux pas faire, comme je disais tantôt, je peux pas faire une rallonge pas vraie. Tu sais. C'était compliqué parce que ça a pris 2 ans de temps. Même la ville m'a dit tout, oublie ça. Alors, j'ai été à la ville ici, à Charlesbourg, à l'époque, pour demander pourquoi est-ce que mon projet ne fonctionnait pas. Alors, on m'a juste dit, écoute, Claude, tu n'auras pas ton permis parce que le ministère des Affaires culturelles et du patrimoine, ils vont te dire non à ton projet. Oublie ça, tu rêves en couleur. Alors, j'étais au ministère, j'ai expliqué le projet. Très rapidement, ils ont dit, ben oui, c'est sûr, Claude, ton projet, il se tient parce que tu respectes
l'histoire de ton bâtiment et tu fais une rallonge. C'est normal, tu veux vivre dedans. C'est beau. Au moins, il y a une vocation, il y a une nouvelle vocation, mais puis dans cette partie neuve-là, ben, c'est même relié avec du verre pour faire une transition. Un peu comme l'inspiration de la bibliothèque. La bibliothèque de Charlesbourg, c'était mon école qui était là avant. C'était un très, très beau bâtiment. Et les architectes ont eu la bonne idée de faire un bâtiment très, très contemporain, on le voit, la nouvelle bibliothèque, et l'ancien bâtiment qui est relié à la bibliothèque, mais les deux sont reliés avec du verre. Donc, on voit la trace du vieux bâtiment, puis une intégration du bâtiment extrêmement contemporain. On est capable de lire l'histoire. Tu sais. Mais j'ai fini par avoir le feu vert du ministère des Affaires culturelles et du patrimoine, puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est beau, on fait le job. Donc, M. Genet, en 2014, après plusieurs années de réflexion, de cheminement, on comprend qu'il décide de construire une maison neuve. Il ne part pas de zéro. Quelles sont les règles qu'il a dû respecter? Qu'est-ce qu'un propriétaire doit faire quand il veut faire des travaux de rénovation de cette ampleur-là? Souvent, les gens ont la perception que ce qu'on veut dans un site patrimonial, dans un milieu ancien, c'est une copie des bâtiments existants. Mais c'est pas forcément le cas. Donc, c'est pas de faire un pastiche des bâtiments existants, mais effectivement de faire un immeuble de son époque, mais qui soit en dialogue, qui soit en concordance avec le milieu bâti. Donc, pour maintenir certaines cohérences, certains éléments de continuité, mais sans forcément les imiter. Dans son cas, effectivement, c'était de bien lire le contexte, le milieu d'insertion pour proposer un projet qui soit cohérent avec le milieu, mais tout en ayant une facture qui peut être contemporaine. Alors, que doit faire un propriétaire lorsqu'il veut faire des travaux de rénovation? La première étape, c'est de consulter l'environnement législatif, donc à savoir le plan de conservation du site patrimonial de Charlesbourg, qui se trouve sur le site web du ministère, ainsi que la réglementation de la Ville de Québec. Donc avec ces documents-là, c'est des documents de planification, le propriétaire va avoir une bonne idée si son projet est recevable. Ensuite, bien sûr, il y aurait d'avoir pour les bâtiments existants un carnet de santé, donc assez général, pour connaître l'état de son immeuble, donc de bien prioriser les interventions, puisque chaque intervention quand même entraîne des dépenses importantes. Donc, bien sûr, c'est important de bien intervenir. Puis enfin, bien, c'est de recourir à des artisans et des entrepreneurs spécialisés en patrimoine bâti, puisque ce sont des immeubles qui nécessitent une expertise qui n'est pas forcément à la portée de tous les entrepreneurs, de toutes les personnes. Bien sûr, on ne rénove pas une maison de 200 ans de la même manière qu'on rénove un bungalow de 1960. Donc, les enjeux sont différents et ça prend une approche qui est adaptée. Merci beaucoup, Sylvain Lisotte. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Avec toutes ces informations, je pense qu'on est bien outillé pour comprendre les réglementations et les restrictions qui s'appliquent dans un site patrimonial. Mais avant d'entreprendre des travaux de restauration de longue haleine, on l'a bien compris, la passion et la motivation sont cruciales. Les deux dames que nous allons entendre possèdent ces qualités. Francine Rochette et Céline Perrault sont deux amoureuses du patrimoine. Tout comme les autres témoins que nous avons entendus aujourd'hui, elles ne comptent plus les heures mises dans leur projet de vie, soit la restauration de leur duplex. J'aimerais terminer cet épisode en leur laissant la parole. Bonne écoute. Mes parents demeurent à 3 rues du Trécarré. Alors, je passais à tous les jours étant étudiante dans le Trécarré et je me suis dit, tiens, il y a une belle vieille maison qui était à vendre. Alors, je me suis dit, voici mon projet de vie, la restauration. La maison avait quand même des bonnes rénovations à faire. Donc, j'ai eu le coup de cœur et j'ai acheté. Alors, c'est une maison qui est genre duplex. Moi, j'ai acheté en 89. Présentement, on a refait le toit en tôle canadienne, tôle à baguette, où est-ce qu'il y a une cuisine d'été. Et puis, on a refait aussi tout le revêtement extérieur. On a mis des belles galeries, alors c'est très, très beau. Et puis, à l'arrière, on a fait ça peut-être un petit peu plus moderne, puisque on est quand même jeune de cœur, donc on s'amuse. Quand j'ai acheté, j'ai fait des travaux de structure, puis après ça, on en faisait toujours de petit en petit parce que finalement, c'est un projet de vie. Hein. Dès le départ, en 90, c'est ça, on avait redressé la structure. En 2007, on a eu les travaux pour retirer le bardeau d'asphalte. En fait, en 2017, j'ai refait tout le revêtement extérieur.
On a laissé les poutres apparentes, on a laissé les murs pièce sur pièce. La mise en valeur des poutres, des choses qui étaient existantes, qui ont du sens. C'est là qu'on met l'accent parce que c'est ça qui est beau, c'est ce qu'on veut. Moi, je suis allée aussi selon mon budget, en fait. Là, je préférais faire, par exemple, le revêtement extérieur, puis après ça, les fenêtres dans un second temps, la toiture canadienne dans un autre temps. Les anciens propriétaires avaient comme eu l'idée de peut-être faire des rénovations un peu plus modernes, je dirais, à l'extérieur. J'ai fait les premières rénovations justement pour calmer l'urgence parce que j'avais une poutre qui était défectueuse. Alors, j'ai fait des travaux de structure. Et puis, j'ai respecté les normes du patrimoine pour pouvoir justement lui redonner son look d'antan, mais avec un cachet quand même, je dirais, pas nécessairement moderne, mais un petit côté contemporain. Pour ce qui est de l'aménagement extérieur, la maison, lorsque j'ai acheté, elle était asphaltée partout, en avant, sur les côtés et à l'arrière. C'est des travaux qui sont quand même importants. La majeure partie du temps, c'est les contracteurs qui le font, puis ça prend ça, on n'a pas le choix. Là où la partie plaisir commence pour nous, c'est plus quand il faut dénuder, par exemple, un mur. C'est des travaux qu'on est capable de faire. Puis ensuite de ça, Francine a toujours des bonnes idées au niveau de comment est-ce qu'elle voudrait ça. Elle a toujours un bon plan de match, alors c'est facile. Puis on essaie de faire du mieux avec ce qu'on a, puis je pense qu'on réussit bien. Puis avec les années, on s'améliore aussi, on fait des erreurs, puis après ça, on corrige nos erreurs. Au fil des années, on s'est comme outillé aussi, on est bien outillé, on travaille de façon sécuritaire. Justement, on vient de faire l'acquisition là d'un nouveau bandit, donc nous, on aime être bien équipés justement pour avoir des bons résultats. Ouais, puis il faut se garder la main aussi. Il faut se garder la main. Alors, on s'entraîne à faire un peu de restauration, puis on s'intéresse sur le sujet. La maison était, selon les dires, bâtie vers les années 1825. C'est comme une personne qu'on apprend à connaître. Hein. C'est vivant, ces bâtiments-là. Hein. On l'apprend à la connaître parce qu'au fil du temps, on enlève des couches. Au fil du temps, on gratte, on nettoie, on s'approprie la maison aussi. C'est quelque chose qui est très beau. Puis ça prend des gens, je pense aussi, particuliers pour avoir cette patience-là de travailler dans ces vieilles maisons-là. Moi, il y a pas un coin que je connais pas parce que finalement, elle a été ouverte partout. T'ambitionnes à vouloir découvrir qu'est-ce qu'il y a en arrière de telle latte, puis tel gyproc, puis des choses comme ça. Alors, tu fouilles, finalement, tu fais le tour, puis tu te rends compte que finalement, une belle maison pièce sur pièce, l'architecture est incroyable. Ce qui est assez intéressant, c'est que les vieilles maisons sont souvent, sont pas d'équerre, hein. C'est pas tout à fait évident toujours. Alors, faut s'enligner, mais en essayant de tricher un peu. Puis on s'en vient pas pire dans la triche. On a beaucoup de plaisir à restaurer. On y va tranquillement. On prend le temps d'analyser les choses. On prend le temps justement d'avoir de l'information. C'est pas tout le monde qui veut s'embarquer dans des travaux de structure comme ça. Puis moi, bien, j'ai eu la chance d'avoir des bons conseils. Puis je préfère prendre plus de temps, acheter des choses qui sont durables, qui respectent l'environnement et aussi avec lesquelles je vais être à l'aise parce que quand on aime les belles choses, à ce moment-là, on prend le temps qu'il faut. J'ai vraiment été bien conseillée avec le ministère puis avec la ville, avec les architectes que j'ai connus à la ville. C'est un beau travail d'équipe. Au contraire, j'ai pas trouvé ça restreignant parce que lorsque j'ai vu en plus qu'il y avait quand même un support monétaire pour nous aider, j'ai soumis mes projets, puis on a discuté, puis on en est venu à un terrain d'entente, même si les matériaux sont peut-être 3 fois plus chers qu'une maison traditionnelle. Bien, à ce moment-là, au moins, on a l'aide du gouvernement pour nous aider parce que c'est quand même beaucoup de frais, là, finalement, là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ça comme un défi. La seule chose, peut-être que des fois, on trouvait, c'était comme plus long avant d'avoir des réponses. On se disait, bien, ça va nous donner une chance, dans le fond, de ne pas faire d'erreur puis de bien préparer notre projet. Ça protège et le propriétaire et ça protège aussi le ministère. Puis ça fait en sorte qu'on vit dans un quartier qui, à chaque fois qu'il y a des restaurations quelque part, au moins, ça se tient. C'est un ensemble, dans le fond, le village, là. De la manière que ça fonctionne avec le ministère, dans le fond, on passe avec le comité d'arrondissement, puis après,
selon certaines discussions avec le ministère de la Culture, pour voir quelle est l'ampleur du projet. Est-ce qu'on y va avec des choses qui sont trop modernes? On a notre permis qui est délivré avec un devis, souvent, c'est avec un devis, pour respecter justement les normes de construction. On ne peut pas commencer les travaux avant. Quand le permis est délivré du ministère, on procède aux travaux, puis on a comme une année pour faire, dans le fond, la restauration ou la rénovation. Moi, ça n'a pas été un frein, le fait que ce soit une maison ou un site déclaré patrimonial. C'est sûr que parfois, on fait face à certains dilemmes parce que parfois, on manque un peu de ressources, malgré qu'avec les années, on s'est fait comme un genre de petit réseau. Alors, j'ai mon architecte en structure, j'ai mon entrepreneur qui fait les travaux. Nous, on en fait aussi beaucoup par nous-mêmes. Des maisons qui ont besoin beaucoup d'amour, puis j'avais le goût de me lancer dans ce projet de vie-là. Donc, les défis, il y en a à tous les restaurations. Mais un des plus gros, je dirais, c'est peut-être le travail qu'on a fait de structure. Des défis, il y en a à chaque fois qu'on entame une restauration, ça c'est clair. C'est de s'assurer de ne pas abîmer, première chose, de choisir la bonne couleur qui va pas jurer, de s'assurer de bien tricher, mais pas trop, de pas trop en mettre, mais d'en mettre assez, et c'est tout dans le dosage. Et s'il y a quelqu'un d'autre dans quelques années qui décide de faire autre chose, la maison, dans le fond, n'est pas abîmée. Donc, s'il y a un retour arrière peut être fait si nécessaire. La maison, en fait, il y avait un espace pour les gens, un espace de vie à l'étage, et le rez-de-chaussée était une forge. On a trouvé quand même des pas pires choses de la forge, entre autres des cerceaux de fer qui servaient à faire les roues. Les roues de charrette, alors. Hein? Souvent aussi, quand on découvre une pièce, il y a même des signatures de gens qui sont passés autrefois. Et puis, c'est de trouver la signature d'Onésime Binet, la personne qui était là avant toi. Ça, c'est intéressant de trouver des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on a découvertes. Une porte très, très ancienne qui était cachée en arrière du gypse puis des planches avec des insignes. Un plan aussi pour faire une charrette. Effectivement. Caché dans une poutre. Oui, on a trouvé un plan justement d'époque. On a découvert que le foyer en pierre de taille était caché sous un amas de plâtre. Alors, on a défait ça à la pièce, ce foyer énorme-là, tout au long de la maison. Donc, aujourd'hui, il habite dans le fond, il y a 3 arbres pour pouvoir faire des feux. Une des plus belles découvertes dans cette maison-là, c'est qu'en refaisant le déclin extérieur, en fait, on a vu au rez-de-chaussée, puis on a pu voir, avec des photos à l'appui à la bibliothèque de Charlesbourg, qu'il y avait justement une porte double. C'était un beau projet. Alors, nous avons des belles portes doubles à l'avant. Les classiques sur le terrain, les morceaux de vaisselle, des bouteilles, d'époque, du charbon. À l'extérieur, on a trouvé beaucoup de ça. À l'intérieur, on a vu toutes les modes du prélat jusqu'au sang de bœuf pour isoler les planchers, c'était rouge, aussi isolé à l'époque avec du crin de cheval. On a vu les papiers journaux, on a vu toutes sortes de choses, entre autres le plafond d'origine rez-de-chaussée. Ça, c'est toute qu'une découverte. Il est même pas abîmé. Il y avait des genres de lattes. Au rez-de-chaussée sont dans un sens, puis le plancher du deuxième sont dans l'autre sens. Alors, c'est incroyable. Il est parfait. C'est intéressant aussi, il y a des produits qu'on peut retrouver maintenant sur Internet. Il y a des forgerons qui font des poignées de porte avec des porcelaines et tout ça. Fait que maintenant, c'est accessible. Avant, il y a quelques années, c'était pas accessible, ces choses-là. Maintenant, ils sont flambant neuves, fonctionnels. Il y a tellement d'idées aussi pour faire des choses soi-même. Et je pourrais rajouter, c'est pas juste une histoire de maison, de bâtiment. Le Trait-Carré, c'est tissé serré. Alors, on fait des travaux dehors. Les gens nous disent comment est-ce qu'ils aiment le coin, qu'ils font même un détour pour venir marcher dans le coin. C'est comme un petit village, finalement.
Vous venez d'écouter le 2e épisode du balado du Moulin des Jésuites, Entre nous, l'histoire du Trécarré. Passionnant, n'est-ce pas? Dans le prochain épisode, j'aurai la chance de recevoir O'Neill Godbout, ancien curé de la paroisse Saint-Charles-Borromée, ainsi que Émilie Deschênes, historienne de l'art et de l'architecture, responsable du comité de mise en valeur du patrimoine de l'église Saint-Charles-Borromée, pour vous parler d'un tout autre aspect du cachet villageois du Trécarré, soit sa vie religieuse d'hier à aujourd'hui. Restez à l'écoute.